possible. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver pour la chronique politique de ce grand journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, vous revenez cet après-midi sur la candidature aux législatives de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre et le candidat de la majorité dans la 5e circonscription qui regroupe Andorre, Monaco, le Portugal et évidemment l'Espagne. Alors ça vous étonnera ou ça vous étonnera pas, je ne sais pas, cher Steve, vous commencez à me connaître. Je vais prendre le contre-pied d'un certain nombre de commentaires médiatiques qui insisterait sur les difficultés rencontrées par le candidat investi par La République En Marche et Ensemble pour les élections législatives dans cette circonscription, donc assez importante pour la France. Dites-vous bien qu'elle est importante. Pourquoi ? On va commencer d'abord par ça. Elle est importante parce qu'au fond, elle représente un morceau très important de l'Europe du Sud avec laquelle la France a la volonté de travailler de manière plus étroite dans l'Europe de demain. On sait très bien que, si vous voulez, Emmanuel Macron, qui est un homme intelligent et en tout cas un Européen convaincu, il a deux fers au feu. Pour la relance de l'Europe, il a évidemment le partenaire allemand qui est incontournable. Ça serait absurde de penser qu'on peut faire fi du partenaire allemand et ne pas se rapprocher de lui pendant le quinquennat qui commence. Mais il a aussi les partenaires de l'Europe du Sud. Non pas seulement pour faire pièce à la domination allemande supposée sur l'Europe, mais tout simplement parce que c'est aussi dans la cohérence, j'allais dire, de la géopolitique française. On ne dira jamais assez, mais ce n'est pas nos auditeurs qu'il faut convaincre de cela, que la France est une puissance méditerranéenne, tournée depuis toujours vers l'Afrique du Nord, mais aussi vers le sud de l'Europe. Et donc, à ce titre, cette fameuse circonscription qui regroupe, vous l'avez très bien dit, l'Espagne, le Portugal, c'est-à-dire la péninsule ibérique, Andorre, qui est aussi en péninsule ibérique, si vous voulez, même si c'est dans les Pyrénées, ainsi que Monaco, est une circonscription très importante. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, qui est souvent inspiré d'ailleurs par une forme de, je ne sais pas comment dire, vous voyez, d'esprit de critique systématique, Manuel Valls fait une formidable campagne qui est extrêmement adaptée en fait à la circonscription. D'ailleurs, il s'y rend localier à peu près dans toutes les villes qui comptent, depuis le fin fond du Portugal jusqu'à Monaco, il est partout. Et par ailleurs, il y a un élément, si vous voulez, que ne prennent pas en compte tous ceux qui insistent sur le dissident LREM, M. Vogetta. Mais quand on a la stature de Manuel Valls, quand on est un grand homme d'État, alors on partage ou pas ses idées, peu importe, mais dites-vous bien que les habitants de cette circonscription, les habitants français de cette circonscription, ils ont tout intérêt à avoir un député capable de prendre son téléphone et d'appeler directement les membres du gouvernement et bien sûr aussi le président de la République ou la première ministre. Et de manière plus générale, ça peut être aussi pour l'occasion, Alexis, pour Manuel Valls de revenir sur le devant de la scène politique nationale et de faire entendre sa voix comme c'était le cas jusqu'en 2017. Comme il apparaît tout de même extrêmement vraisemblable qu'il va remporter cette élection, dans cette circonscription donc ibéro-portugaise, si vous voulez, il va évidemment avoir un rôle très important, un rôle, si vous voulez, qui n'est pas un rôle de ministre, mais qui est quasiment aussi important. Il sera le représentant des Français de cette zone de la Méditerranée, au fond, qui est une zone absolument stratégique pour nous. Et à ce titre, il va évidemment participer, avec son expérience d'homme d'État que nul ne peut contester, il va participer à ce grand plan, en quelque sorte, pour l'Europe du Sud, qui appartient au cours le plus intérieur de notre politique et qui va retrouver une pertinence dans les années qui viennent. Et évidemment, pour lui, c'est aussi un moyen, là on peut revenir au biographique, à l'autobiographique, pour ce fils de Catalan, c'est aussi un moyen de boucler la boucle, puisqu'il était parti à un moment à Barcelone en 2018, et au fond, là, il terminerait en quelque sorte ce travail en inscrivant sa vie politique désormais, fondamentalement entre deux pays, entre Paris et Madrid. Mais vous savez, il y a de grandes figures politiques, pensons à Daniel Cohn-Bendit, qui ont inscrit leur vie politique entre deux la pays. France et l'Allemagne, en l'occurrence. Aujourd'hui, à l'heure de l'Union européenne, à l'heure de l'européisme, c'est tout à fait possible et c'est même souhaitable. Alexis, dans le même temps, Emmanuel Macron est à Marseille aujourd'hui pour accompagner la montée en puissance de son laboratoire pour l'école, qui est l'un des chantiers majeurs, voire le chantier majeur de ce quinquennat selon l'exécutif. Le chef de l'État y est accompagné du nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. La nomination de l'historien à la place de Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale laisse supposer à certains observateurs, Alexis, qu'Emmanuel Macron pourrait faire évoluer sa ligne sur la laïcité. C'est également votre avis ?
je suis dans l'interrogation. Je vous livre très humblement mon avis. Car, après tout, nous n'en savons rien. Nous savons quel est le background de Pape-Ndiaye, dont on ne dira d'ailleurs jamais assez, même si on peut critiquer ses positions, qu'il est tout de même un grand intellectuel, un grand chercheur, je le connais, et d'ailleurs il est beaucoup moins caricatural que ce que dit aujourd'hui une partie de la droite. Il n'est pas cet intellectuel woke ou indigéniste stricto sensu, en aucun cas. Bien sûr qu'il a été inspiré par son séjour aux États-Unis, etc., etc. Il est l'auteur de La Condition noire, mais comment vous dire, il est en réalité compatible avec un certain républicanisme. Qu'y a-t-il derrière ? Il y a le débat, au fond, on va le poser en termes philosophiques, entre deux formes d'universalisme. À l'évidence, ce qui apparaît ces jours-ci, c'est que des deux formes d'universalisme, on va dire l'universalisme républicain classique, qui se pense inclusif sans faire forcément d'efforts d'inclusion. Je ne le critique pas. Je pense qu'il a beaucoup de grandeur. Cet universalisme républicain qu'il faut d'ailleurs le défendre aujourd'hui contre ses très nombreux ennemis des islamistes à l'extrême droite. Mais cet universalisme républicain, comment vous dire, est dans l'affirmation de principes généraux. Or, à l'aune, effectivement, de l'évolution d'Emmanuel Macron, je vous rassure, Emmanuel Macron n'est pas en train de rompre avec l'universalisme républicain. Il est en train de choisir un universalisme républicain, dit-il, plus inclusif. Qu'est-ce que cela veut dire ? Porté notamment par Richard Ferrand, Christophe Castaner, plutôt que Jean-Michel Blanquer. Qui ne sont pas, on est bien d'accord, de dangereux islamo-gauchistes. Il faut quand même relativiser. Donc, dans l'esprit du président de la République, et ça, en ce sens, c'est une rupture avec Jean-Michel Blanquer, ce serait un universalisme plus incarné, c'est-à-dire plus attentif aux différences de culture et de situation sociale aussi, d'un certain nombre d'enfants qui sont sous les préaux de la République, ou qui sont au collège, ou qui sont au lycée. Pour l'instant, ne nous précipitons pas dans un jugement négatif. Cela peut déboucher. Je suis vraiment honnête avec vous, cela peut déboucher sur un détricotage supplémentaire de l'éducation nationale. Cela peut aussi, si c'est réussi, c'est-à-dire dans une optique réellement universaliste et exigeante, être au contraire un instrument qui va ouvrir les établissements scolaires aux trajectoires de celles et de ceux qui, pour des raisons sociales, parce qu'ils sont issus notamment de familles immigrées qui ne possèdent pas bien le français, seront mieux inclus dans les parcours scolaires. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, on ne sait pas. Moi, je suis très prudent. Je sais qui est Pape-Ndiaye. Je pense qu'il évolue. Et je pense aujourd'hui, d'ailleurs, que si Emmanuel Macron l'a nommé ministre, ça n'est évidemment pas, encore une fois, pour faire une politique islamo-gauchiste. Alexis. Mais il y a un mot très rapide, effectivement. Il reste 15 secondes. Je sais ce que vous voulez dire. Je voulais accorder à la nouvelle une d'actualité juive. Voilà, alors il y a plusieurs choses. Mais effectivement, cela suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes, notamment chez les amis de Manuel Valls au Printemps républicain, qui sont vent debout contre cette nomination. 15 secondes, vraiment Alexis. Alors 15 secondes. La pression des extrêmes, c'est le titre. On a choisi de titrer sur la pression des extrêmes, parce qu'on est dans une situation finalement confuse. Il y a trois forces qui représentent en gros 33% chacune. Ces trois forces, on ne sait pas trop dans quel ordre elles vont arriver. On a quand même de fortes indications sur le fait que le président de la République devrait arriver à avoir sa majorité. Enfin, vous pensez bien que s'il y a 188 députés insoumis et associés, c'est-à-dire de la NUPS, ça change quand même la donne. Donc nous sommes quand même dans ce moment où l'extrémisme, sous toutes ses formes, n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Le nouveau numéro d'Actualité Juive est à retrouver dans tous les bons kiosques et par abonnement sur le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Merci Steve. À la semaine prochaine.